Donc, je vous remercie d'être venus si nombreux pour m'écouter parce que l'âge du bronze, je sais bien, c'est pas une période qui est très connue, qui est forcément très facile. Et les dépôts d'objets métalliques non funéraires de l'âge du bronze, c'est quand même le grand sujet, le cœur de beaucoup de recherches actuellement. Donc, dans le cadre de cette conférence, nous aurons un cadre géographique. Donc, grosso modo, ça va être l'Europe, avec quelques petites embardées ailleurs. Nous aurons un cadre chronologique qui ne sera pas que l'âge du bronze. On va remonter un petit peu avant. Et on va peut-être descendre de temps en temps un peu après. Mais globalement, c'est l'âge du bronze. Et puis, voilà. En gros, la période qui va nous intéresser beaucoup correspond à ce graphisme-là, qui vous donne une idée quand même assez précise d'abord de la masse de dépôts et d'objets métalliques connus pour l'âge du bronze et, en France. Et que en France. C'est-à-dire qu'on peut multiplier ça vraiment par quasiment 100 pour avoir une bonne idée de l'ampleur de ce que c'est que les dépôts de l'âge du bronze. Il y a des régions qui sont plus riches encore que nous en dépôts métalliques, ce qui fait qu'on compte en dizaines de tonnes, peut-être même en centaines de tonnes, de la production de métal. C'est absolument impressionnant pour cette période quand on considère qu'on n'a que la partie émergée de ce qui a été produit, le reste ayant été refondu ou n'ayant pas encore été retrouvé. Donc nous irons donc du néolithique jusqu'à la fin de l'âge du bronze avec un petit bout sur l'âge du fer. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Parce que c'est vraiment un grand sujet d'actualité. Les dépôts métalliques, depuis quelques années, sont au cœur de très très nombreuses recherches de l'âge du bronze et ont considérablement renouvelé le regard que l'on pouvait avoir de cette période. Elle est vraiment au milieu de très nombreuses problématiques. Et pour ce qui nous concerne et nos collections de musées, les dépôts de l'âge du bronze sont vraiment le cœur, le fondement même de la plupart des grandes collections de musées. Et par ailleurs, comme vous le voyez sur ce schéma, l'âge du bronze, depuis quelques années, est l'objet de toutes les grandes expositions qui ont lieu en région. J'espère qu'on en aura une grande bientôt à Paris sur ce sujet, parce que beaucoup de choses sont encore à dire, avec à chaque fois quand même des termes, une terminologie qui m'a l'air très intéressante. On parle de trésors, ou on parle de bric-à-brac. On est vraiment aux antipodes de la notion. Et puis, entre les deux, quand on ne sait pas très bien comment les signifier, on appelle ça des offrandes. Mais vous voyez un peu là, dans ces différents titres, toute la problématique concernant cette question des dépôts. Alors, je commence par cette phrase d'Albert France-Lanor qui est citée par Jacques Briard dans sa thèse sur les dépôts armoricains parce qu'elle me semble tout à fait pertinente et tout à fait adaptée pour notre sujet aujourd'hui. Il est plus intéressant dans l'immédiat de fouiller dans les réserves de musées que sur le terrain. Les chances de succès sont bien plus certaines. Je vous laisse méditer un moment cette phrase. Et c'est vrai que pour nous, Oman particulièrement, cette phrase est pour les dépôts particulièrement sensée, porteuse de nombreuses significations. Elle est particulièrement adaptée à la problématique des dépôts parce que ceux-ci sont majoritairement conservés dans les musées et qu'il ressort donc en priorité pour ceux qui les étudient de revenir à la source, à l'objet pour comprendre cette notion de dépôt. Au gré des avancées, des techniques d'analyse, parce que, et vous l'avez sans doute noté, il reste beaucoup à faire encore pour comprendre ce phénomène, revenir à l'objet, revenir aux collections de musées est essentiel. Donc on est, nous, là, ici, au MAN, décidément très concernés par ce sujet des dépôts. Alors, ça peut même être un peu considéré comme un biais de la recherche, parce que les collections de l'âge du bronze, notamment les nôtres, se sont essentiellement constituées à la fin du XIXe siècle, avant l'archéologie préventive, avant les diagnostics systématiques par tranchée, comme on fait aujourd'hui, avant les sondages représentant
une ouverture de 5 à 7% des terrains, et avant la découverte de toutes ces dernières années qui nous ont ouvert à une connaissance de l'habitat de l'âge du bronze, de la vie à l'âge du bronze, tout à fait étonnante et qui rend compte tout d'un coup de la vie de 90% des populations de l'âge du bronze. Et les fermes de l'âge du bronze que l'on découvre en contexte d'archéologie préventive sont des fermes dans lesquelles il n'y a quasiment pas de métal. Le métal de l'âge du bronze, on le trouve en dépôt, beaucoup, mais on ne le trouve pas en contexte d'habitat. Pourquoi ? Parce que le métal est recyclable, sans doute, d'une part, et parce que cette notion de dépôt, ces objets, cette masse gigantesque de richesse, le métal c'est une richesse déjà à l'époque, a du sens pour ces sociétés qu'on a du mal à saisir, mais qui est au cœur de la compréhension de comment ont vécu ces populations. Donc, les collections de l'âge du bronze dans les musées se sont constituées à la fin du XIXe siècle, à un moment où les premiers antiquaires, ce qui dans ma bouche n'est absolument pas péjoratif, sillonnaient la France pour retrouver les traces du passé. Et les dépôts de bronze dans ce contexte-là qui sont mis au jour durant cette période florissante dont parle beaucoup Corinne Jouisse-Barbelin, qu'elle connaît très très bien, la plupart des dépôts de nos collections ont été signalés à ces érudits de la carte archéologique des Gaules. Ils ont été parfois signalés aux curés, ils ont été signalés aux correspondants, aux membres de sociétés savantes, et toutes ces collections, tous ces dépôts découverts parce que l'agriculture à la fin du XIXe siècle commençait à être beaucoup plus mécanisée, ou en tout cas dynamique, tous ces dépôts sont arrivés dans les musées massivement. Et ils sont arrivés massivement en quelques dizaines d'années, entre 1860 et 1900 quasiment. La plupart de nos collections sont constituées ici au MAN. Donc c'est quand même une période assez considérable. Et concernant des collections qui ont été étudiées mais rapidement, vues rapidement, et dont il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, faut que je passe plus vite parce que sinon ça va être trop long. Alors, ces collections de l'âge du bronze, dans les musées, elles ont fondé la chronologie de l'âge du bronze européen. Ce n'est pas les outils de pierre, ce n'est pas l'étude de la céramique qui a fondé l'âge du bronze, en tout cas les études de l'âge du bronze au XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est essentiellement les dépôts métalliques. Donc, ça vous rend compte déjà de l'importance de ces collections. Le problème, c'est que la plupart de ces dépôts métalliques ont été découverts souvent sans qu'on ait une bonne connaissance de leur contexte. Et aujourd'hui, on a les moyens d'éventuellement mieux comprendre les dépôts parce qu'on comprend mieux le contexte de leur découverte. On a en fait globalement 3 sources de connaissances pour les dépôts de l'âge du bronze. On a les collections 19e et 20e des musées, très importante, majoritaire, je vous l'ai dit. On a les découvertes de dépôts en fouilles préventives. Il y en a. Elles sont rares. Mais quand il y en a, elles sont extrêmement instructives pour nous. On en verra quelques-unes là. Et puis, on a, ce qui est aujourd'hui un peu un fléau, toutes les découvertes en contexte de prospection ou de découverte fortuite. Et parfois, en contexte de prospection clandestine, c'est-à-dire au détecteur de métaux, avec, vous savez, les risques que l'on a aujourd'hui de perte de connaissances, de données qui vont avec et qui sont assez terribles. J'ai des collègues qui ont effectué quelques calculs, quelques extrapolations, et on pense quand même aujourd'hui qu'il y a sans doute 60 à 70% des dépôts de l'âge du bronze découverts en prospection clandestine qui nous échappent, dont on n'a aucune connaissance. Donc, et ce qui se passe est assez grave parce que ces prospections clandestines, elles explosent un peu partout. Beaucoup de gens se baladent avec leurs détecteurs sans avoir forcément toujours conscience du mal qui peuvent être fait en déterrant des choses sans faire attention à la façon dont ces choses s'inscrivent dans leur contexte archéologique. Donc ça c'est un vrai souci pour nous et qui impacte très fortement les études sur l'âge du bronze, puisque une grosse partie de notre outil de travail, c'est le matériel métallique, celui justement qui va être éventuellement déterré par les prospecteurs clandestins et partir dans des réseaux où on ne le verra plus.
Voilà. Donc ça, je voulais vous alerter un peu, au moins rapidement sur cette question, parce qu'elle me paraît assez problématique. Alors, quand on étudie l'âge du bronze et quand on étudie les dépôts de l'âge du bronze, la première chose à faire, la première chose qui s'impose aux étudiants, aux chercheurs et aux conservateurs, c'est regarder les objets de très près. Les études micro concernant ces objets de l'âge du bronze nous ont énormément appelé sur ce que l'on appelle aujourd'hui la biographie d'un objet. La vie d'un objet qui peut être retracée, parce que les objets, vous savez bien, ils naissent, ils sont produits, ils vivent, ils sont utilisés, ils ont une façon parfois, des usages qui sont des usages normaux, puis il y a des usages qui sont moins normaux. Et ça, en les regardant de près, on peut avoir une idée de cette question-là. Ils vieillissent. Certains sont marqués par l'usage, par l'usure, et cette usure et ces marques, ces traces d'usage sont essentielles pour nous. Certains sont transformés, ils vivent plusieurs vies, et les objets meurent, ils sont jetés, et alors pour le métal, ils peuvent être recyclés, c'est-à-dire disparaître complètement et être transformés en un autre objet, ce qui rend la problématique pour nous assez complexe. Et donc il y a autour de l'objet toute une étude, toute une école actuelle d'études taphonomiques qui permet de comprendre pourquoi, par exemple, ces objets ont été tordus, pourquoi est-ce qu'ils ont été cassés volontairement, pourquoi est-ce que cet objet qui manifestement n'a jamais été utilisé a pourtant été transformé et jeté dans un dépôt sans qu'on ait vraiment une idée réelle du sens que ce geste pouvait avoir. Donc tout ça fait partie des études actuelles. On voit par exemple ici, ça c'est une étude d'un de mes collègues des Pays-Bas, donc de Luc Armstrong, David Fontaine et Valerio Gentile, qui travaillent sur les épées de l'âge du bronze. Et ils ont travaillé notamment récemment sur cette épée qui date du bronze final, qui est une magnifique épée de type de Moringen, exactement comme celle que l'on a à Vaudrevenge. Et vous voyez ces espèces de petites encoches là qui sont extrêmement intéressantes et que l'on peut voir grâce au microscope et qui nous permettent d'avoir une idée de l'usage de cette épée. Pendant longtemps, on a pensé que cette épée elle a été balancée à la flotte. Comme beaucoup d'épées, on verra que c'est une pratique courante. On a longtemps pensé que ces épées peut-être n'avaient pas servi, qu'elles étaient juste là en offrande. Mais en fait, on se rend compte que la plupart des épées qui sont déposées sont des épées qui ont servi, au moins dans des duels, qu'elles ont été au combat et qu'on a donc eu des chocs violents qui ont fait ces marques sur l'épée. Alors, est-ce que c'est des épées qui ont servi à la guerre ou est-ce que c'est des épées qui ont servi dans des combats rituels? Ça, par contre, on n'en sait rien. En revanche, elles ont servi. C'est déjà un fait acquis. Et ça, seules les études micro, c'est le fait de retourner à l'objet, peuvent nous permettre de le dire. Et il y a donc une masse d'objets dans les musées sur lesquels il va falloir que l'on se penche très sérieusement dans les années à venir. Alors, il y a aussi, dans le cadre des études de musée, les études macro. C'est-à-dire qu'on va regarder comment un dépôt fonctionne dans son ensemble. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Là, je vous ai mis le dépôt de Kestenberg qui est à Vannes, qui a fait l'objet d'une étude par un collègue qui s'appelle Francis Bordas. Et la façon dont ce dépôt est composé, dont les différentes catégories d'objets ont été choisies, dont certaines ont été volontairement fragmentées, certaines comme les épées avec des tronçons qui sont particulièrement calibrés. Ça, c'est hyper intéressant pour nous et ça nous dit des choses sur la façon dont on considère ce type de dépôt. Là, pour donc Kestenberg, on a quand même 217 fragments, c'est énorme, et c'est un dépôt qui fait presque 28 kg. Donc c'est une masse de métal importante. Et c'est pas le plus lourd, hein, mais voilà, ce sont ce type de choses que l'on va faire. Alors, la question fondamentale, quand on aborde la question des dépôts de l'âge du bronze, vous l'avez vu avec les titres des expositions, c'est cette idée selon laquelle on a affaire quoi? À un trésor ou à des rebuts? Alors, à partir du moment où on questionne ces notions de trésor, bien évidemment, on associe à cette idée-là l'idée de valeur d'échange, de valeur qui donne une idée de la façon dont l'économie fonctionnait aussi à l'époque. Si on parle de trésor, on parle aussi d'économie. Avec le trésor, on évoque l'idée d'une masse monétaire. On pense à ça immédiatement quand on dit trésor. On pense à un ensemble de monnaies ou d'objets précieux qui ont été enterrés. Alors, quand on pense à des trésors, on peut aussi penser au fameux trésor de Guin, au trésor de Badingham, que je vous engage à aller voir dans nos salles là-haut,
qui sont aussi de très 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 beaux objets, découverts tous deux dans le Pas-de-Calais, des objets en or. Quand on voit ce type d'objet, bien évidemment, on pensera des trésors. Si on regarde Questembert, on pense à du bric-à-brac. Mais là, on pense très clairement à l'idée de trésor. La ceinture de Guines, elle a été découverte, qui est ici, elle a été découverte par des particuliers en 1999, donc c'est relativement récent. Ballingen a suivi de quelques années la découverte de Guines. On est sur des pièces qui sont en or massif, donc la richesse, elle est quand même assez fondamentale. Là, elle est présente. Elle constitue quelque chose qui nous interroge. Pourquoi est-ce qu'on a enterré ces objets qui n'ont pas été enterrés n'importe où, mais qui ont été enterrés tous les deux dans des lieux qui sont des lieux humides, d'anciens marais. Donc ça, c'est une notion qu'il va falloir retenir parce qu'elle vient vraiment très régulièrement à chaque fois que l'on évoque la question des dépôts. Donc le trésor, c'est un ensemble de biens précieux amassés et cachés. Encore faut-il s'entendre sur la notion de précieux. Par exemple, l'or, on le considère comme précieux aujourd'hui. A priori, on peut considérer, c'est une question qu'on m'a posée jeudi, on peut considérer que l'or était déjà considéré comme précieux par les populations de l'âge du bronze, puisque généralement, on va produire en or des objets exceptionnels. Mais, par exemple, le bronze, le cuivre, l'alliage cuivreux, est-ce que ça, c'est précieux? Est-ce qu'un lingot en alliage cuivreux, c'est précieux? Bon, là, je vous ai présenté rapidement, parce que je passe vite, mais cette très belle ceinture de Guines, qui est un objet exceptionnel par sa matière, mais qui est aussi un objet exceptionnel par sa facture, qui est un travail d'orfèvre, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc ce chef-d'œuvre, cet objet qui est importable, qui pèse quand même 2,6 kg. Alors on appelle ça assez communément une ceinture, mais c'est un torque. C'est un torque géant. C'est un torque importable. C'est un torque inutilisable. Ça aussi, c'est une question. C'est un torque magnifique, sublime, très lourd et importable. Alors pourquoi faire? C'est une question qu'on aura l'occasion de se reposer encore de nombreuses fois aujourd'hui. Alors quand on parle de métaux précieux, est-ce qu'on pense au lingot de cuivre par exemple? Alors la définition du lingot, elle est importante. Le lingot d'or, c'est un trésor aussi. Hein, on est d'accord. Le lingot de cuivre, est-ce que c'est un trésor? La définition du lingot, un lingot, c'est une pièce de métal généralement coulée dans une forme simple et standardisée. Alors c'est le cas ici. Vous avez ici des éléments qui proviennent, voilà, ce sont des lingots bars qui ont été exposés à l'exposition de Berlin il y a 2 ans consacrée aux grandes découvertes en Allemagne ces dernières années. Et donc le dépôt d'Oberding en Bavière, il contenait 796 lingots bars de cuivre. 796 lingots bars de cuivre. Vous imaginez la masse que ça représente, la richesse que ça représente? Ce sont des pièces qui sont datées du bronze ancien. Ils proviennent d'une culture qui est la culture du Nétis, qui est une culture particulièrement dynamique à cette époque du bronze ancien au nord des Alpes, parce que il y a dans cette région des gisements de cuivre particulièrement faciles à exploiter et qui ont boosté l'économie, la dynamique de ces populations entre 2200 avant notre ère et 1600 avant notre ère. Nebra, donc on le verra tout à l'heure, vient de ce secteur-là. C'est pas totalement anodin, c'est vraiment une zone particulièrement riche et dynamique à cette période de l'âge du bronze. Et dans cette période de l'âge du bronze, on va produire massivement ces lingots bars. Le dépôt d'Oberding contenait donc 796 lingots bars qui n'étaient pas disposés n'importe comment. Les lingots étaient associés par 10, voire éventuellement 15, mais la plupart c'était vraiment standardisé. Et vous remarquez le soin avec lequel, là le dépôt a été prélevé sur le site, il a été découvert en contexte d'archéologie préventive, et donc il a pu être prélevé en motte sur place
et emporté en laboratoire où il a pu être fouillé et étudié longuement. Donc ça permet de vraiment comprendre comment ce dépôt et ces objets fonctionnaient ensemble. Donc on voit très très bien ici sur ces photos que je vous mets la façon dont chacune de ces barres était serrée, sans doute probablement qu'elles étaient liées entre elles, et donc normalisées exactement finalement comme de la proto-monnaie. On est sur quelque chose qui est standardisé complètement, mais qu'on a enterré et qu'on n'a jamais retrouvé après. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Est-ce que ça c'est un trésor oublié, ou est-ce que c'est une offrande? C'est toujours à peu près la même question qu'on va avoir à se poser aujourd'hui. Donc voilà la poursuite de la fouille en laboratoire. Vous voyez le soin qui a été apporté et la façon dont on a pu du coup comprendre à la fois la manière dont ces objets avaient été déposés, le contexte archéologique dans lequel ils avaient été déposés, et aussi après une étude très très fine de chacun des objets, de chacune de ces barres, qui a permis de mesurer à quel point tous ces lingots barres étaient standards, de tous conçus sans doute dans le même moule. Et on retrouve à chaque fois ici la petite trace là qui marque l'endroit où la coulée du moule s'est rejointe. Voilà. Et ça c'est vraiment une marque de fabrique assez classique pour ce type d'objet. Alors, ce qui est assez fascinant avec ces lingots barres, c'est qu'on les trouve donc majoritairement dans toute cette zone de la culture inéticienne, donc plutôt au nord-est des Alpes, mais que l'on en a trouvé sur notre territoire, et qu'on en a trouvé une centaine sur le territoire français, quelques-unes dans l'Est, et on en a trouvé un dépôt de 71 lingots barres. Donc là, tout d'un coup, notre population de lingots barres en France a augmenté. Et non pas à l'est ce coup-ci, mais bien à l'ouest, à Saint-Valery-sur-Somme, dans la Somme, découverte par un archéologue bénévole en 2005, en bordure de la baie, et au niveau du Cap Cornu, donc un secteur qui en plus au niveau de la navigation est extrêmement intéressant, et par rapport à nos échanges avec l'Angleterre notamment. Et malheureusement, il n'y a pas pu y avoir de prélèvement en mode comme à Oberding, et donc on n'a aucune connaissance de la façon dont ces lingots barres étaient disposés dans le dépôt. Donc vous voyez que c'est une perte pour nous en termes de connaissances, en termes de données, quand on ne peut pas avoir ce contexte. Alors après il nous reste l'étude macro des objets, donc on retrouve là aussi, on sait qu'on a effectivement des lingots barres qui proviennent tous du même lingot, enfin du même moule sans doute, et que probablement, alors on se pose la question de savoir si ce sont des objets qui ont été produits sur place, en fait, à partir d'un moule et d'un alliage de cuivre qui lui provenait bien de l'Est, puisqu'en fait, les analyses ont bien démontré que le métal dont provenaient ces lingots barres était originaire de l'Est de l'Europe, du Mitterberg, ou bien si en fait on avait des objets qui avaient été importés directement finis. Ça c'est une vraie grande question. Mais quoi qu'il en soit, ça rend compte de ces échanges entre l'Est et l'Ouest, échanges entre l'Est et l'Ouest qui sont aussi tout notre propos pour le dépôt de l'Anilis, qui lui aussi est une production qui ressort un peu de cette culture unéticienne, donc du bronze ancien de l'Est de l'Europe, et que l'on a retrouvé a priori en Bretagne. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, donc, les dépôts de l'âge du bronze, on le voit bien avec cette question des lingots qui apparaît tout de suite dans les dépôts de l'âge du bronze, ils s'inscrivent pleinement dans ce qu'on appelle une société d'échange. Ça, c'est sans doute ce qui fait le propre de l'âge du bronze, cette qualité, cette importance de la circulation et des échanges. Échanges commerciaux avec d'autres producteurs, et on pense aussi sans doute échanges spirituels avec les esprits. Quand par exemple on dépose un objet pour l'offrir, c'est une forme de marchandage. Les objets que l'on dépose, on leur donne une valeur. Et la valeur des objets que l'on dépose sont à la hauteur de ce que l'on veut obtenir en échange. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait une offrande à un dieu, on lui demande quelque chose. On ne fait pas ça pour rien. Et donc, au cœur de toute cette problématique, j'insiste beaucoup sur la notion de valeur et d'échange parce qu'elle me semble essentielle pour comprendre cette notion de dépôt qui est à la base de toute la culture de la société de l'âge du bronze. Alors, j'avance un peu parce que sinon on n'y arrivera jamais.
Et, et j'arrive à tout à fait autre chose, parce que j'aime bien surprendre. Et alors, quand on parle de trésors, comme celui des pirates de l'arrière-grand-père Théodule qui a été enterré dans le jardin, quand on veut découvrir un trésor, c'est qu'il a été caché. Et cette notion de caché, c'est aussi quelque chose qui est important par rapport aux dépôts. Est-ce que les dépôts étaient réellement cachés ou est-ce que les dépôts étaient destinés à être retrouvés ? Alors, je vous mets ici une photo du dépôt de la sorcière de Pompéi, parce que on appelle ça le dépôt de la sorcière ou le trésor de la sorcière. Là encore, les deux mots sont utilisés. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ce dépôt de la sorcière, pourquoi le dépôt de la sorcière ? Parce que ce sont des objets magiques. Ce sont des objets qui ont été chargés de sens, de magie, par la personne qui les a cachés. Alors, elle ne les a pas enterrés, hein, la sorcière. C'est un objet, c'est un dépôt qui provient d'une maison de la Casa del Giardino à Pompéi. Il est daté du 1er siècle de notre ère. Et ce sont des objets, des petits objets du quotidien qui ont été rassemblés dans une boîte. D'accord ? Bon, la boîte était en bois, elle a disparu, mais il en restait les charnières, donc on est sûr que tout ça était effectivement bien caché. Et tous ces objets-là, ce ne sont pas des objets qui ont une valeur énorme, une valeur vénale énorme. En revanche, ils avaient été chargés de sens. Ils étaient très importants pour la personne qui les a cachés là, parce qu'ils avaient un pouvoir. Et ça, c'est une autre notion aussi qui est importante, et qui permet de dire à quel point c'est difficile pour nous de comprendre quelle était la valeur des objets que l'on enterrait à l'âge du bronze. Qu'est-ce que les gens, quel était le sens dont ils chargeaient ces objets ? C'est très difficile pour nous de le considérer. Il nous manque tellement de choses, et il nous manque notamment l'écrit, qui est effectivement toujours notre barrière fondamentale. Et en plus, contrairement à mon collègue de l'âge du fer, à Laurent, lui, il a les écrits des autres pour essayer de comprendre. Moi, on n'a même pas ça, nous, à l'âge du bronze. Il faut qu'on se débrouille un petit peu tout seul. Donc, on essaie de comprendre toutes ces notions, et tout ça rentre en ligne de compte pour aborder cette question des dépôts. Alors, ces objets qui sont chargés de sens, cette notion d'offrande, elle n'est pas propre, bien évidemment, à nos cultures européennes de l'âge du bronze. Je vous ai mis ici ce très beau dépôt de Todd qui est visible au musée du Louvre. Alors, il faut le chercher, hein, parce qu'on ne voit pas très très bien. Il est dans une salle du Louvre où sont présentées un certain nombre de stèles, et en fait, il est situé au pied des stèles. Donc, il faut un peu se pencher pour le voir. C'est un dépôt extrêmement intéressant, parce que c'est un dépôt qui a été déposé, enfoui à l'occasion de la fondation des temples, ce qui est quelque chose d'assez fréquent en fait. Dans les lieux sacrés, pour consacrer le lieu sacré, on va déposer quelque chose. C'est pas propre aux sociétés de l'âge du bronze d'enfouir des objets précieux pour les offrir aux dieux. Et l'autre chose qui m'intéresse avec ce très beau dépôt de Todd, qui a donc été découvert en 1936 près de Luxor, c'est cet ensemble de petites coupelles, hein, il y en a 153, qui sont toutes en argent, et a priori en argent du Mont Lorion en Grèce, et ce serait sans doute des coupes d'importation. Et ça soulève une autre question qui m'intéresse beaucoup, et qui intéresse beaucoup les dépôts de l'âge du bronze, c'est cette valeur des objets d'importation dans les dépôts. Pourquoi est-ce qu'un dépôt qui vient de l'étranger, qui vient d'ailleurs, a éventuellement plus de pouvoir ou est plus valorisé ou a plus d'intérêt qu'un objet qui aura été produit localement ? Pourquoi est-ce qu'on a souvent des dépôts mixtes avec des pièces qui viennent d'autres endroits ? Parce que peut-être que ces objets qui viennent d'autres endroits accroît encore la valeur des pièces que l'on offre, ou en tout cas donne un sens différent aux pièces que l'on offre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel travaille notamment une anthropologue américaine. Elle travaille beaucoup sur les empires aztèques. Donc c'est d'autres. Mais ça n'empêche que ces notions-là sont intéressantes pour nous aussi. Je pense que c'est des pistes de recherche qui n'ont pas encore réellement été exploitées et qui, à mon avis, seront tout à fait intéressantes par la suite. Voilà. J'avance un peu pour arriver à la notion de bric-à-brac, qui est donc l'autre pôle, attraction et répulsion des dépôts de l'âge du bronze. C'est cette notion d'objet de quincaillerie qu'on va réunir et qui aura été cassé, usagé, pas terrible, dont sans doute l'archétype pour nous en France, et qui est ici par chance au musée, est le très beau, très grand dépôt de l'Arnaud,
que j'ai un petit peu étudié, donc que je connais un petit peu, qui est un dépôt découvert au XIXe siècle, bien évidemment, donc en 1865, comme beaucoup. On n'a pas le contexte. Sauf quelques mentions, parce qu'en fait, il se trouve que le conservateur du musée de l'Ossonnier de l'époque, dès qu'il avait été mis au courant de la découverte, s'était rué sur le site de l'Arnaud et avait interrogé les gens. Donc on sait un petit peu où ça aurait été trouvé, par qui, comment, mais ça reste très indirect quand même et ça ne vaut absolument pas un contexte archéologique. Donc on sait par exemple qu'a priori, cet ensemble d'objets qui comprend quand même plus de 1800 objets. Donc 1800 objets qui sont pour la plupart des fragments, d'accord, mais ça fait quand même un nombre considérable. Vous le voyez, c'est un des plus gros dépôts européens. C'est un dépôt qui a très peu d'équivalent en France et qui est constitué quasiment à 70% de fragments. Alors, des objets qui sont usagés, cassés, considérés comme bons pour la refonte, pour le recyclage. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a considéré tout de suite. Le dépôt de l'Arnaud, c'était un dépôt de fondeur. C'était un endroit où le fondeur avait sans doute caché sa masse de métal, son stock. Bon, peut-être. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que c'est des objets qui sont cassés, mais certains sont cassés quand même apparemment volontairement. L'étude macro, et notamment j'ai fait celle des bracelets, est particulièrement nette. Certains bracelets de ce dépôt ont été cassés, mais il faut y aller pour casser certains bracelets. Il faut le vouloir, c'est pas anodin, c'est un truc. Quel intérêt de vouloir casser absolument des fragments de métal? Alors peut-être que c'est plus facile pour la refonte, oui, mais alors pourquoi est-ce que ne pas les calibrer davantage? Alors, beaucoup de questions se posent. Il y a à la fois beaucoup d'incohérences et des schémas qui se retrouvent et dont on peine à comprendre la cohérence. Autre des pratiques qui seraient peut-être de l'ordre du rituel. Alors ce dépôt, sur les 1500 objets conservés, juste pour vous donner un chiffre, 25 sont complets. Sur 1500, c'est pas beaucoup. 275 étaient cassés et sont reconstituables. Et le reste est du fragment. Et c'est du fragment, ce qu'on appelle le pars pro-toto, c'est-à-dire c'est du fragment, on a un bout, c'est tout. On n'a pas la deuxième partie. La deuxième partie qui peut-être, elle, a été refondue. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est éventuellement de considérer qu'il y a une forme peut-être de prélèvement de l'objet lors de la refonte. Il y en a une part pour le fondeur et une autre pour le dieu. Pourquoi pas? Dans une société d'échange, de marchandage, est-ce que ça pourrait être une forme d'équilibre? C'est à considérer. Alors les divers outils présents à l'Arnaud documentent les principales activités de subsistance des sociétés de cette période, notamment l'agriculture, l'arboriculture, la chasse, la pêche, les activités artisanales sur le bois, sur le métal. Il y a aussi la guerre, éventuellement, parce qu'il y a des épées, des fragments d'épées, et il y a la parure ou le paraître avec tous ces bracelets, ces pendeloques et ces éléments de ceinture aussi qui sont assez magnifiques. Donc on a un peu dans l'Arnaud toutes les catégories d'objets. Vous verrez dans les salles là-haut, la vitrine telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on a essayé de présenter tout ça par catégorie c'est un véritable dictionnaire visuel ou catégoriel des objets de l'âge du bronze, du bronze final en Europe de l'Est. Donc c'est un dépôt tout à fait étonnant et intéressant. Alors ces dépôts de fondeurs, ces dépôts d'objets éventuellement sacrifiés ou dont le degré de fragmentation est particulièrement important, je vous disais, cette notion de la cassure, de la fracture, elle est essentielle pour nous parce que pour briser un objet en bronze comme ça, il faut au moins le cuire à 400 degrés. Et puis il faut une percussion directe au marteau, forte, costaud, pour le casser. Ça se casse pas comme ça, un objet de l'âge du bronze. Donc c'est vraiment toutes des fractures volontaires, ça on en est maintenant absolument certain. Et de même que lorsque l'on veut tendre un objet, et parfois le tendre pour le plier, ce qui n'a pas forcément du sens,
Il faut le réchauffer. Et on pourrait penser que le tordre, ça va permettre de minimiser la place que prendra l'objet pendant le stockage. Mais beaucoup d'objets ont été déformés pour prendre plus de place, au contraire. Donc je dis, il y a assez peu de cohérence dans la façon dont tout ça est constitué. Pour revenir encore à cette notion de dépôt de fondeur qui pèse encore et qui a longtemps pesé sur le débat sur les dépôts et qui est donc associé à ces grands dépôts de fragments. Donc je vous ai présenté l'Arno, on a San Francisco en Italie, on en a plein dans le nord de l'Europe et notamment en Angleterre. On a un certain nombre d'exemples à l'étranger, mais en fait quand on considère ça de manière globale, on se rend compte que ces très grands dépôts sont finalement assez rares. Les études récentes montrent qu'a priori, 75% des dépôts de l'âge du bronze comptent moins de 20 objets. Donc la plupart, 75%, c'est beaucoup, des dépôts de l'âge du bronze que l'on connaît, comptent moins de 20 objets. C'est plutôt des petits dépôts. Ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est vraiment étrange. 20% des dépôts comptent jusqu'à 100 objets. Et seuls 5% des dépôts de l'âge du bronze seraient des dépôts monstrueux comme celui-ci. Des dépôts que l'on qualifiait comme autrefois de fondeurs. Donc c'est vraiment des dépôts qui sont à la marge. Et le dépôt de l'Arno, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, il n'a pas été trouvé n'importe où. Il n'a pas été trouvé près d'un habitat. Ce que l'on pourrait éventuellement envisager si on avait un stock de bronzier à proximité de son habitat. Enfin, ça semble assez logique. Non. Il a été trouvé vraiment très à l'écart. Il n'y a pas d'habitat à proximité. Et comme dans la plupart des cas, il a été découvert à proximité d'une source. Donc à l'écart et à proximité d'une source. On verra que c'est vraiment des schémas récurrents et qui sont de plus en plus fréquemment observés suite aux découvertes récentes et aux recherches actuelles. Alors, donc, le dépôt de l'Arno, ce n'est pas une poubelle et ce n'est pas le stock d'un fondeur, a priori. Je le pense et je ne suis pas seule à le penser. Et quand on est face à ce genre de choses, et quand on est face au dépôt, là encore, je répète, le meilleur moyen de comprendre les dépôts, c'est de pouvoir les fouiller. C'est essentiel. Et dans la question qui nous occupe, notamment par rapport à ces pourcentages dont je vous ai livré la teneur et qui nous interroge, il y a une question qui se pose, et qui se pose notamment pour le dépôt de l'Arno, c'est la question du dépôt unique ou du dépôt multiple. Le dépôt de l'Arno, la question se pose de savoir si effectivement c'est un seul et même dépôt, c'est-à-dire que est-ce que tous ces objets ont été déposés ensemble en une fois, ou est-ce qu'au contraire c'est un dépôt qui a vécu sur de nombreuses années, à un emplacement qui était sans doute marqué, mais ça, on ne peut pas le savoir, puisque, marqué d'une manière ou d'une autre, et que l'on déposait des pièces régulièrement. Ça, c'est une vraie grosse question. Et le problème, c'est que, par exemple, pour l'Arno, on ne peut pas y répondre. C'est trop tard. En revanche, heureusement, il y a maintenant des fouilles qui permettent de temps en temps de trouver des dépôts. Et là, on commence à se rendre compte que cette notion de dépôt multiple, elle a du sens. Et que quand on regarde bien, beaucoup de dépôts sont en fait des lieux de dépôt, des localisations de dépôts multiples. Et ça nous dit des trucs quand même. Alors, on va y revenir après parce que en fait, je me suis laissée emporter, mais on va d'abord parler des dépôts uniques. Et ça, c'est aussi intéressant parce que beaucoup de dépôts sont des dépôts d'objets tout seuls. On a les objets de dépôt tout seuls, vous savez, les moins de 20 objets, voire les objets uniques, il y en a plein. Et on a les dépôts multiples, comme l'Arno, qui sont un peu plus complexes à comprendre. Donc pour savoir si un dépôt a été unique ou multiple, je vous ai dit, il y a la fouille. Et concernant ces objets uniques, la plupart des dépôts d'objets uniques
qui ont été retrouvés, ce n'est pas n'importe quel objet. La plupart du temps, c'est des objets, des haches, donc une hache, c'est des épées, donc une épée, ou c'est des objets d'ordre cérémoniel ou vraiment exceptionnel et dont on peine à comprendre comment ceci fonctionnait. Sachant que ces dépôts exceptionnels, alors je pense par exemple au char de Trudholm, qui était censé être tout seul. Le cône d'Aventon chez nous, il était censé être tout seul. L'épée de Plougrescran, on en parlera tout à l'heure, est censée être tout seul. Ces grosses découvertes exceptionnelles, le problème c'est qu'elles ont eu lieu à une époque où on ne connaissait pas vraiment le contexte archéologique. En revanche, on a découvert récemment une épée en fouille préventive, cette épée que vous avez là, qui est une épée de type Taklovice, c'est-à-dire c'est le même type exact que le dépôt de l'Épineuse, qui est le dépôt qui a été découvert à Alésia, vous savez, et qui est présenté en face de la maquette d'Alésia, qui est un dépôt de l'âge du bronze, quand même. Et donc cette épée de Taklovice, elle a été découverte sur un site en cours de diagnostic archéologique par l'INRAP, à Pont-sur-Seine. Et elle nous permet de, pour la première fois, aborder un dépôt d'épées terrestres. La plupart des épées entières que l'on connaît sont des épées, si ce n'est toutes, sont des épées qui ont été découvertes en contexte aqueux, par dragage. Les autres épées, celles que l'on retrouve en dépôt terrestre, la plupart du temps, elles sont cassées, et souvent en 1000 morceaux. Or, cette épée de Pont-sur-Seine, elle a été découverte entière, et vous la voyez là, vraiment, elle a été déposée dans une fosse, elle est ici, là. Donc vous voyez le grand décapage, on est vraiment dans une fouille classique préventive, et elle a été découverte en contexte d'habitat, ce qui est très rare. Donc elle était entière, exceptionnellement bien conservée, déposée à plat dans une fosse, tout près de l'habitat de l'âge du bronze. Il n'y avait à proximité aucune sépulture, aucun ossement. Toutes les études ont été faites de prélèvements sur le terrain par les archéologues pour essayer vraiment de comprendre quel était ce truc. Mais effectivement, on n'est pas sur une sépulture qui aurait disparu. Il n'y a pas d'autres objets qui étaient associés à cette épée. Elle était toute seule dans sa fosse. Et elle était dans une fosse dans laquelle elle avait été mise à plat. C'était quelque chose, c'est un vrai dépôt. Il y a eu un geste. Et Sylvie Bouleux, qui est la chercheuse de l'Université de Nantes, que j'avais déjà contactée pour l'ANILIS et qui a fait l'étude de cette épée, et elle, très catégorique. Pour elle, la fouille fine manuelle de la structure qui a suivi la mise au jour de l'épée par la pelle mécanique pendant l'étude permet de rejeter totalement l'hypothèse d'une sépulture et d'envisager très sérieusement l'idée d'un dépôt volontaire rituel. D'accord ? Donc, ça fait partie des choses que l'on peut affirmer parce qu'on les a fouillées. Dans le cadre des dépôts multiples, ces fameux dépôts dont je disais que dans certains endroits, plusieurs dépôts sont associés sur le long terme. On a par exemple la découverte récente du dépôt d'Avring à Londres, qui est une découverte très récente, qui date de 2018. Et ce dépôt d'Avring, pareil, on est sur un contexte chantier préventif, on est près de Londres, donc les autorités archéologiques londoniennes ont demandé absolument à ce que sur ce secteur-là, il y ait un diagnostic préalable, et grand bien leur en a pris, puisque grâce à cette recherche, ils sont tombés sur une enceinte de l'âge du bronze, qui est là, donc une enceinte rectangulaire, et dans cette enceinte, dans le fossé de cette enceinte, il y a eu une fosse qui a été creusée. Donc là, je vous ai mis à côté le fossé d'enceinte est là, un profil en V classique. Vous avez ici une fosse qui a été creusée, que l'on peut lire vraiment dans la coupe Strati. Et dans cette fosse qui a été creusée, qui devait donc être marquée de manière neutre, il y a eu 4 dépôts d'objets de l'âge du bronze. D'accord ? Ce qui constitue, voilà, vous les avez ici, ce qui au total donne un 453 objets qui sont tous datés à peu près de la même période, 900-800.
et dont on se demande quand même, parce que manifestement, soit ils ont été quand même déposés, pardon, hop, on va trop vite, soit ils ont été déposés tous les 4 rapidement, soit ils ont été déposés, parce que vous voyez voilà. Là, on n'a pas de couche de scellement différenciée. On a l'impression que tout ça fait partie d'un même ensemble. Donc, il est possible qu'ils aient été déposés les uns après les autres, mais sur une courte période de temps. C'est plus difficile à lire là avec la stratie. Mais quoi qu'il en soit, on a clairement 4 ensembles, et 4 ensembles qui peut-être étaient distingués et mis dans des contenants organiques qui ont disparu aujourd'hui, parce qu'ils sont vraiment bien identifiés lors de la fouille. Donc ça, ce type de découverte, c'est vraiment extrêmement intéressant pour nous, parce que ça participe de notre compréhension du phénomène. Et si je reviens un peu en arrière, vous voyez également que donc on a des haches ici entières, et on a énormément de fragments. La plupart, là, les collègues anglais ont présenté, ont mis en avant les haches entières, mais la majorité des pièces qui étaient de ce dépôt avaient été également délibérément endommagées et étaient cassées. Donc on se retrouve dans un phénomène finalement assez proche de ce que l'on peut voir avec le dépôt de l'Arnaud, et que l'on retrouve régulièrement. Voilà. Alors, les dépôts de l'âge du bronze, on peut le voir, sont actuellement le sujet d'énormément de recherches et de découvertes tout à fait passionnantes. Mais vous voyez bien que la notion même de dépôt recouvre de nombreuses notions, et que c'est assez compliqué pour nous de les mettre dans des cases fixes, parce qu'en fait, la plupart du temps, ça se recoupe. Il est très rare d'avoir une lecture sans ambiguïté du dépôt. Ça ne paraît pas possible. Tous recèlent différentes notions, différents concepts, et selon les angles que l'on va utiliser, vont entrer dans une case plutôt qu'une autre. En revanche, ce qui apparaît absolument évident à tous les chercheurs de l'âge du bronze, c'est l'espèce de la prégnance, la force de la hache, la présence ubiquiste, la hache de l'âge du bronze est partout en dépôt. On la trouve, mais et c'est ce que je vais vous démontrer ici, et c'est ce qui me permet d'envisager de plus en plus une hypothèse, une idée d'un âge qui comprendrait le néolithique et l'âge du bronze, parce qu'on va voir que ça remonte à très loin, cette idée de dépôt, notamment le dépôt de hache, et qui serait l'âge de la hache. J'avance, je vais vous expliquer. Donc, tout ça part un peu de cette étude JADE qui a été faite par Pierre Pétrequin depuis 2006, et qui étudie cette notion très intéressante de la hache polie d'abord, et de son importance pour les populations néolithiques. Et je pense que là je remonte un peu beaucoup, mais parce que cette notion de hache symbole que l'on va déposer dès le néolithique, à mon sens, est vraiment marquante pour toutes ces populations, et si marquante parce que sur plus de 4000 ans, en fait, elle va imprégner durablement les pratiques, sans pour autant que le sens soit forcément le même. Et je pense bien qu'entre les populations du néolithique ancien et du bronze ancien, il y a une certaine différence. Malgré tout, quoi qu'il en soit, certains gestes, certaines pratiques vont rester. Et ça c'est intéressant, je trouve, à bien des égards. Alors pourquoi cette importance de la hache, et pourquoi ce phénomène et cette prégnance du phénomène? Alors là, il faut que je reprenne un petit peu, faut que je remonte un petit peu à l'étude de Pierre Pétrequin, que vous connaissez sans doute, et qui a longuement travaillé sur les objets de Nouvelle-Guinée, et pour laquelle il a une approche ethno-archéologique que je pense très riche de sens et très intéressante pour nous. Et Pétrequin fait remarquer que pour abattre un arbre en forêt avec une hache, avec un emmanchement direct, ce que l'on connaît dans nos sociétés, la plupart des hommes utilisent une lame de pierre polie dont la lame varie de 12 à 15 cm.
c'est ce qui est le plus optimal, c'est la taille qui permet de bien taper, d'avoir un bon équilibre, une bonne prise en main de la hache et qui permettra d'être efficace. Ce qu'il note en revanche, c'est que la plupart des jeunes guerriers et certains chefs s'affichent avec des haches d'abattage dont la pierre mesure de 20 à 35 cm de longueur. Ce qui rend l'outil évidemment plus difficile à manipuler. Et donc on s'interroge tout de suite, pourquoi ? Alors moi j'ai une idée. Je pense qu'on a tous à peu près la même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là le choix de l'outil, il n'est pas guidé par l'efficacité. Il est guidé par autre chose. On est bien d'accord. Là, ce qu'on va considérer, ce n'est pas la technique, mais c'est le prestige, c'est le paraître, c'est l'affichage social. Pétrequin, il parle à ce propos d'objets surdéterminés. C'est-à-dire que la hache, à ce moment-là, elle n'est plus vraiment une hache. C'est autre chose. C'est un objet de prestige. C'est ce qu'on va appeler un objet signe. Et cette notion d'objet signe, elle m'intéresse aussi parce que je pense qu'elle est aussi au cœur d'une certaine approche de la question des dépôts, loin dans nos périodes de l'âge du bronze. Donc, cet objet signe, ils sont comment ? Ils sont surdimensionnés, ils sont survalorisés, et ils sont destinés à certains hommes, aux chefs éventuellement, aux héros et aux dieux. Et alors moi, je vais quand même penser, parce que vous savez qu'on a une grande épée, nous aussi, à Saint-Germain, dans les vitrines. Vous connaissez l'épée de Plougeskran, qui est très grande et qui est inutilisable. Là aussi, on est sur quelque chose qui est un objet signe. On n'est pas sur quelque chose qui est utilisable et qui est efficace. Non, ça dépasse cette valeur-là. D'accord ? Donc l'objet symbolique, il est au cœur de cette notion de dépôt. Alors cet objet symbolique, pourquoi j'en parle avec les haches de jade ? Parce que ces haches de jade, on va les trouver en dépôt. On ne va pas les trouver en habitat. C'est exactement le même phénomène que pour nos objets de l'âge du bronze. Ces haches en jadéite, qui sont des haches plus grandes, plus belles, souvent pas forcément efficaces, on ne va pas les trouver en contexte d'habitat, ce n'est pas celles qui vont servir, on va les trouver en contexte de dépôt. C'est-à-dire que au néolithique, les hommes vont passer beaucoup de temps, à récupérer de la matière qui est belle, verte, le jade, qui provient donc des Alpes. Donc il va y avoir des échanges, ça va leur coûter cher, forcément, et ils vont passer du temps à les polir, pas pour les utiliser, pas forcément pour les porter, bien que certaines ont dû être portées, puisqu'il y a ces fameux trous-là de suspension qui permettent de penser qu'elles étaient parfois portées comme un affichage, comme une parure. Et ils vont les déposer. D'accord ? Et ils ne vont pas les déposer n'importe où. Là, je vous présente le dépôt de Bernon, qui est actuellement à Abu Dhabi, mais qui reviendra, et qui est constitué de 17 lames de hache. 17 lames de hache qui ont été découvertes ensemble, pas positionnées n'importe comment. Bernon, lorsque les érudits locaux ont interrogé le découvreur de ce dépôt, il leur a été dit, donc il a été découvert en 1894, donc là encore on est toujours dans ce fameux 19e, fin du 19e, si fertile pour nous. Donc ils ont été découverts dans un petit caveau aménagé en pierre sèche, donc un dépôt aménagé, c'est toujours intéressant pour nous, et les haches étaient plantées dans une couche de poussière noire, dixite, donc un peu organique. Ça, c'est intéressant aussi pour nous, parce que souvent, on pense que étaient associés à certains dépôts, on le verra par la suite, des éléments organiques, des offrandes éventuellement. Et rangés en cercle, le long de la paroi, les tranchants en l'air. Donc cette notion d'organisation, les tranchants en l'air, on va le retrouver beaucoup. Donc là, on est sur quelque chose qui dépasse le trésor. On est sur quelque chose qui a plus de sens. On organise davantage. Et manifestement, on ne met pas n'importe comment parce que ça a du sens. Ces objets qui sont surdéterminés. Ils sont tellement surdéterminés d'ailleurs que ces objets signes, on les retrouve présentés sur toutes les mégalithes, enfin en tout cas sur beaucoup.
et notamment à Gavrinis, cette fameuse stèle donc Gavrinis, sépulture mégalithique du Morbihan, magnifique, qui date du 4e millénaire. Et sur les stèles duquel, donc on en voit donc le couloir ici, ont été gravées. C'est la stèle numéro 21 et elle représente ces haches carnassiennes que l'on retrouve notamment à Bernon. On est sur quelque chose qui est vraiment très fort, qui dépasse. Alors je pourrais aller plus loin parce qu'il y a des gens comme Serge Kalsen qui travaillent beaucoup sur cette question de la hache. Et il y a matière à dire, mais j'ai épuré un petit peu. On va passer directement à la hache d'Ostheim dans le Haut-Rhin parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Elle a été découverte, elle aussi en contexte de fouille, par le service archéologique d'Alsace. Et il s'agit d'une hache polie de 18 cm, 6, donc elle est un peu grande, hein, on est un peu dans la surdétermination, et qu'on a découverte, pas n'importe comment, mais plantée dans le sol, tranchant vers le haut. Toute seule, plantée dans le sol, tranchant vers le haut, à la limite entre le Leuce et la zone humide. Parce que là aussi, on est dans un secteur à proximité d'anciens marais, et donc on est sur des zones qui sont pas très loin de l'eau. Ça reste une constante entre le néolithique et l'âge du bronze. Ce qui m'intéresse aussi dans cette hache, c'est que Pierre Pétrequin, qui l'a étudiée de près, nous dit quoi ? Elle nous dit que cette hache, elle a d'abord équipé une grande herminette à manche coudée. Il a bien étudié le profil, pour lui ça ne fait aucun doute, donc elle a été utilisée. Première chose. Et puis elle a été repolie par la suite, avec un matériau souple, sans doute du cuir, et imprégné d'abrasif, pour avoir un poli, ce qu'on appelle un polymiroir, quasiment, quelque chose qui permette d'avoir quelque chose de très fin, très beau, pas forcément utile, mais très beau. Et ensuite, elle a été encore amincie, ce qui la rend difficilement utilisable par la suite. Et cette rainure-là, que je vous marque, pour Pierre Pétrequin, elle n'est pas accidentelle. Pour lui, c'est une rainure très très importante et très profonde et très longue. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment scier la pierre là pour obtenir cette rainure-là. C'est pas un choc, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Il y a eu l'envie là de balafrer cette hache. D'accord ? Et dans la rainure, on a retrouvé des traces d'ocre ou d'hématite. Des traces rouges, des traces de sang. Et ça, le sang, c'est aussi important dans les cultures de Nouvelle-Guinée, comme sans doute dans les nôtres. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, cette hache, on l'a déposée. Et on l'a déposée tranchant vers le haut. D'accord ? Donc, on est sur une notion de dépôt, là, qui est vraiment d'ordre rituel. On frotte la hache et on la blesse symboliquement. Et puis le sciage, ça va produire du son aussi. Ça, c'est vraiment Pierre Pétrequin qui le dit, et je trouve ça très très juste. On est on peut imaginer le rituel autour de cet acte et qui rend l'objet après peut-être apte à être accueilli par les dieux dans le cadre d'une offrande pour les ancêtres, et on le dépose. Et pareil, donc je répète, ces dépôts de haches ne se font pas là, en contexte à proximité d'habitat. C'est toujours dans des secteurs un peu isolés. Donc je trouve ça tout à fait intéressant pour notre propos. Et là, je vous ai mis une hache qui est chez nous, qui n'est pas du tout en jadite, mais je suis allée un peu vite, hein, parce que en fait, il y a un transfert de symbolique presque, en tout cas d'intérêt, de matière, à un moment, au cours du 3e millénaire, à la fin du 4e millénaire, au 3e millénaire, en France et en Europe de l'Est et de l'Ouest, sur du jade vers le métal, vers le cuivre qui commence à arriver. Les premières, je passe vite parce que c'est un peu trop long à expliquer, mais je pense que vous connaissez Varna. La plupart des sociétés d'Europe de l'Est commencent à produire le métal à partir de 4005 à peu près avant notre ère.
Il y a là des gisements riches. Après, ça se balade un peu au nord des Alpes. Et ça va notamment permettre à la société unéticienne, à partir de 2500, de sortir un peu du lot. Et puis nos sociétés européennes occidentales vont être un peu plus lentes à produire le métal. Mais ça commence dès 3002 au sud de la France, on pense à Cabrières, et puis vous vous rappelez d'Otzi quand même. Otzi, c'est pareil, c'est 3002, qui est cet hibernatus découvert entre les Alpes autrichiennes et l'Italie, et qui était porteur d'une hache en métal. Donc on sait que le métal circule, mais il est rare. Et dans cette société d'Europe occidentale où le métal circule, mais il est rare, bien évidemment, la hache en jadéite va être importante, et pendant quelques années, il va y avoir entre les deux une forme de transfert. Je passe vite, juste parce que je veux vous expliquer maintenant cette hache de Grigny, qui est, elle, du bronze ancien, qui est une des premières haches, une hache plate, avec un fort taux de cuivre, qui a très 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 peu d'étain, mais qui en a un petit peu. On est sur sans doute une date qui est autour de 2000-2100 avant notre ère. Elle a été découverte dans l'Essonne, et ce qui m'intéresse, moi, surtout dans cette hache, que je trouve hyper intéressante, qui n'est pas encore présentée, mais j'envisage de la présenter, c'est le fait qu'il y ait cette qui a été marquée d'ailleurs dans l'inventaire du musée quand elle a été retrouvée, qui est cette corrosion distincte entre le tranchant et le talon, et qui nous dit que sans doute le talon devait être enterré, et que le tranchant était sans doute en l'air et a subi une oxydation un petit peu différente. Et donc, le geste, là, on ne le sait pas, c'est une vieille découverte, on n'a aucune notion du contexte archéologique, mais en regardant, là, c'est une étude micro qui nous permet de penser que cette hache-là, elle a été découverte sans doute tranchant vers le haut, enfouie dans le sol, exactement comme les haches du néolithique. D'accord ? Alors, j'avance vite parce que, bien évidemment, il faut qu'on avance. Je ne sais pas quelle heure il est. Bon, c'est bon, on a encore un peu de temps. Donc, je reviens à la culture du Nétis, parce que la hache de jade, le côté emblématique de la hache de jade, je pense, va se reporter très vite sur la hache en métal, en cuivre, sachant que, je rappelle, à l'âge du bronze ancien, le métal, le cuivre, c'est quelque chose qui est fortement valorisé et qui n'est pas fréquent, qui est encore quelque chose, c'est une circulation encore rare au bronze ancien. Et donc, dans cette zone de la culture du Nétis, vous voyez les gisements de cuivre là qui sont particulièrement présents, et le fait que chez nous, il y en a quand même un petit peu moins, et surtout, ils sont beaucoup moins facilement exploitables, ça crée toute la différence. Et donc, hop, ce qui va m'intéresser, moi, ça se situe là, au nord des Alpes. Et le Rhône, on ne le verra pas si pour une chose, et ça, c'est pour mon cours. Et alors, ce sont les grandes cultures du bronze ancien, mais on va voir que, et voilà, on ne va pas la voir tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais je voulais vous montrer quand même où se trouvait Unétis, ça me paraissait essentiel avant. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ce sont des dépôts monstrueux de haches du bronze ancien qui sont présentés au musée de Halle, au musée de préhistoire de Halle, qui est un très très beau musée, qui, si vous avez la chance de passer en Allemagne, je vous engage vraiment à aller voir, et qui expose ces symboles de pouvoir, ces symboles de richesse. On est dans une société, la société unéticienne, qui est une société qui se hiérarchise très rapidement, très fortement au bronze ancien. C'est là que l'on parle notamment des princes de Saxe-Thuringe, c'est sur ce territoire-là. Et ces princes de Saxe-Thuringe, on les connaît parce qu'on a fouillé des tumulus dans lesquels une énorme richesse était déposée dans des tumulus associés à des hommes. Il n'y a pas de princesse à l'époque, c'est clair, c'est des hommes. Donc c'est des hommes parfois d'un certain âge qui se font parfois accompagner peut-être d'esclaves dans la mort. En tout cas, il y a des questions qui se posent à ce propos. En tout cas, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir et beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse. Et ces princes de Saxe-Thuringe, généralement, ils se font accompagner par des objets en or, ils se font accompagner par des poignards, quelques épées, des hallebardes, mais assez peu de haches. En revanche, on retrouve des dépôts de centaines de haches dans ce secteur-là. Des dépôts terrestres de centaines de haches,
et parfois plusieurs centaines de haches. Et là, vous avez alors, le dépôt de Disco. Disco, vous voyez, c'est ici, voilà, là, ici, on est en Saxe. Et à Disco, il y a eu Disco 1, Disco 2 et Disco 3. Donc, 3 dépôts situés à peu près sur le même secteur et tous datés à peu près de la même période, c'est-à-dire du Bronze ancien. Et Disco 2 et Disco 3 que je vous présente là. Donc Disco 2, c'est un dépôt où il y a essentiellement des hallebardes et des torques, mais aussi des haches doubles ici. Et alors Disco 3, c'est un dépôt qui contient 293 haches, 2 doubles haches et une lame de hallebarde, le tout pour 45 kg quand même de métal. Donc là, on est sur quelque chose d'extrêmement riche. Et pour Harald Meller, qui est le directeur du musée de Halle, ce type de dépôt de haches, alors, pour lui, il n'envisage pas le dépôt votif ou le dépôt d'ordre rituel. Moi, je m'interroge quand même. Mais quoi qu'il en soit, il part du principe. Vous avez les haches, là, on les voit bien, parce qu'elles sont toutes clairement exposées. Elles ne sont pas très calibrées. Je ne sais pas si vous notez quand même, on voit bien qu'on a affaire à des haches qui ont tout un type un petit peu différent, ou une usure un petit peu différente. Elles ont été utilisées. Alors, les alliages ont été étudiés, et manifestement, on est sur une production qui est très très proche. Donc peut-être un seul et même atelier. En revanche, elles ont tout un vécu, une histoire, une biographie d'objets, comme je vous disais tout à l'heure, qui est légèrement différente. Et pour Harald Meller, ça, pour lui, c'est le signe que ce sont des pièces qui ont été utilisées, et il envisage même l'idée de véritables armées permanentes, avec des armées presque organisées, qui utiliseraient ces haches, et les dépôts de ces haches surviendraient quand le chef, donc le fameux petit prince très riche et très fort, se ferait inhumer à proximité de ce tumulus, pas très loin, généralement en vue du tumulus, et c'est le cas pour la plupart de ces gros dépôts de haches. On déposerait les armes de son armée. Avec la mort du chef, on enterrerait également les armes. C'est une théorie. Alors, bien évidemment, c'est des hypothèses qui ne sont pas étayées par énormément d'éléments. Bon, sauf que là, effectivement, le point qu'il soulève, qui est intéressant, c'est qu'on ait affaire à une production qui est manifestement une production d'atelier, ou en tout cas très proche, et sur un temps quand même, c'est vraiment tout le même type, et avec un vécu, un usage un peu différent, et qui fait que ces objets ont manifestement été utilisés. Alors, Harald Meller pense qu'il s'agit d'armée. Ça pourrait être aussi bien des objets qui ont été utilisés pour l'abattage. La tracéologie qui a été faite sur certaines de ces pièces ne permet pas de penser qu'elles ont été beaucoup utilisées dans le cadre de la menuiserie, par exemple. Mais il faut quand même savoir que la plupart des haches, c'est ça dès le néolithique, sont utilisées un petit peu à tout. C'est-à-dire que ce n'est pas que des outils pour le bois. On se rend compte avec l'étude que certaines ont servi aussi pour la boucherie, enfin, c'est des objets quand même. La hache, c'est un objet un peu polyvalent. Et donc, il est parfois difficile de lui associer une fonction très spéciale. Elle peut servir à la guerre, ça c'est sûr. Alors, si j'avance un petit peu, si on parle de guerre et si on parle de cette période, alors on va avancer un petit peu dans le temps, mais je ne peux pas évoquer cette question de la Saxe et de la guerre et des armées sans évoquer Tollense, parce que c'est une découverte majeure de ces dernières périodes. Il n'y a pas de dépôt à côté, mais il faut que je vous en parle juste pour une chose. Tollense, donc en Allemagne, c'est un espèce de grand champ de bataille dans lequel, qui a été découvert dans la vallée de la Tollense, c'est dans le Mecklembourg, Poméranie occidentale, donc c'est assez proche de la Saxe, c'est assez proche de le secteur Saxe-Thuringe que l'on vient de voir pour le Bronze ancien. On est en 1250, c'est-à-dire plutôt au Bronze final, et sur ce site de Tollense, on estime à entre 2000 et 6000 guerriers qui auraient été impliqués dans une bataille donc vers 1250. Alors,
Ce qui est très intéressant sur ce site, bon, d'abord, c'est qu'on a retrouvé des centaines de squelettes. C'est toujours intéressant les squelettes parce que ça dit beaucoup de choses. Mais outre les squelettes, on a trouvé aussi très peu de métal, très peu d'épées, alors pas de casque, pas de cuirasse, rien de tout ça. On a retrouvé beaucoup de gourdins, beaucoup de pointes de flèches, beaucoup de blessures au gourdin et à la pointe de flèche, et assez peu de blessures à l'épée ou à la hache. Et donc on pense quand même, et ça c'est très, très intéressant, que l'épée, le métal, il est vraiment pas si fréquent que ça. Et on va voir qu'on a beaucoup de dépôts d'épées ou d'objets métalliques, et on se demande quand même à qui étaient réservées ces armes quand on voit ce type de grands champs de bataille où manifestement ça ne concernait, enfin le métal, ou en tout cas l'arme métallique, devait concerner à peine un dixième de tous les guerriers qui étaient là. Et ce qui est intéressant aussi sur Tolensee, ça c'est l'autre point, mais je passe vite, c'est que les études ADN ont quand même démontré que la plupart des corps, des squelettes qui étaient là, venaient d'un peu partout en Europe, et qu'on avait affaire à de véritables mercenaires, probablement, ou en tout cas des gens qui n'étaient pas, c'était pas des guerriers locaux qui se sont battus, mais bien des guerriers qui venaient d'un peu partout, et notamment d'Europe orientale. Donc ça, c'est un autre point intéressant. Mais bon, j'avance juste pour continuer sur ma notion de hache et revenir un petit peu en France, parce que si en France, au Bronze Ancien, on a très peu de dépôts de plusieurs haches. Généralement, on a des dépôts de une ou deux haches, mais on n'a pas ces dépôts monstrueux comme peut y avoir à Unétis, sans doute parce qu'effectivement, on n'est pas encore très très producteur de métal. Ça change au Bronze Moyen. À partir de 1600, 1500 avant notre ère, on commence à avoir des dépôts très importants. Et le dépôt type du Bronze Moyen en France, c'est le dépôt de haches, et parfois de 30, 50, voire une centaine de haches. Ça il y en a beaucoup. La production de haches, elle explose chez nous au Bronze Moyen. C'est la production en série, c'est tout ce qu'on a déjà expliqué beaucoup de fois avec les haches à talons, donc les haches qu'on va pouvoir assujettir de manière un peu plus sûre au bâton, parce que c'est vrai que la hache plate, c'est pas terrible pour l'emmanchement. Donc c'est des productions qui sont en train de se mettre en place, et ces dépôts de haches massifs, importants, on va les trouver déposés en terre majoritairement, organisés la plupart du temps méthodiquement, et présentant souvent des pièces complètes. C'est assez peu des dépôts de fragments au Bronze Moyen, même s'il y en a un petit peu, c'est quand même pas la majorité. Et par ailleurs, ces dépôts associent à la fois des objets usagés et des objets qui n'ont pas encore été utilisés, par contre, des objets, des haches neuves, voire des haches qui n'ont pas été encore même polies et reprises. Ils ont encore certaines leur structure de moule. Donc on a affaire à des dépôts qui sont un petit peu mixtes à cet égard. Mais quand je parle de dépôts de haches à talons Bronze Moyen, là vous voyez quand même la masse du dépôt de Berny dans le Calvados. Là on n'est pas très loin des dépôts de haches qu'on a pu voir à Unétis pour le Bronze Ancien. Simplement il y a un léger décalage au niveau du temps, c'est-à-dire que cette production, elle se met en route un petit peu tard, mais avec finalement les mêmes gestes, les mêmes envies, on va déposer massivement des haches. Et là, c'est pareil. La hache au Bronze Moyen en France, on la trouve assez peu dans les sépultures, mais on la trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup en dépôt. On la trouve très, très peu en habitat, pareil, mais on la trouve en quantité considérable, en masse, vraiment, dans les dépôts. Voilà, donc ça, c'est un autre point important. Là, je vous ai mis donc deux dépôts qui me paraissaient intéressants. Celui de la chapelle du Bois des Faux dans l'Eure, parce que il y a eu un certain nombre de haches normandes qui ont été découvertes. Et puis en parallèle, le dépôt donc du XIVe siècle. Et puis en parallèle, le dépôt de Berny qui est à peu près contemporain et qui, lui, comprenait jusqu'à 182 haches. Alors, il n'y a pas eu de traces de contenant. Alors le dépôt des baux de Sainte-Croix, il a été découvert en fouille. Il n'y a pas eu de traces de contenant qui a été découvert pour la disposition de ces haches, mais elles étaient toutes bien rangées. Attends, je reviens. Elles étaient vraiment rangées comme ça. Elles étaient correctement arrangées, organisées. Il y avait vraiment la volonté d'avoir un dépôt d'objets correctement disposés. Alors,
Le dépôt de Ternay, je passe vite, parce que là, c'est vraiment dans l'idée que ceci n'est pas une hache, ou que la hache devient autre chose au cours de l'âge du bronze, et peut-être qu'on peut parler de lingot à cet égard. Je vous présente le dépôt de Ternay, qui est un dépôt qui est découvert dans le Rhône, et qui date aussi du bronze moyen. 58 haches découvertes et qui étaient toutes brutes de fonte. C'est-à-dire, là, pour le coup, on a affaire à des haches dont les analyses nous montrent qu'elles sont essentiellement en cuivre. Il y a très 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 peu d'étain. C'est d'abord des lingots de cuivre. Et elles sont toutes brutes de fonte et toutes normalisées. Donc là, on est sans doute dans quelque chose qui remonte, qui nous renvoie un peu au lingot-bar qu'on a pu voir de la première période. Donc il y a cette espèce de... Quand je vous disais que tout est un peu ambigu et se rejoint entre le lingot, la hache, le trésor, l'offrande, tout ça nous renvoie à des notions qui s'entremêlent et qu'il est parfois assez compliqué de démêler. Alors, si ceci n'est pas une hache, bien évidemment, si ceci est un lingot, le lingot, il a quand même la forme d'une hache. Donc là, on est dans un trait culturel. Il n'a pas n'importe quelle forme, le lingot, au bronze moyen. Ça nous dit aussi quelque chose de la force, de la prégnance de cette idée de la hache à l'âge du bronze. Et quand je parle de la force symbolique de la hache qui se perpétue encore à l'âge du bronze, je vous présente ces très belles haches cérémonielles de Skostorp, mais vous pouvez aussi penser à Kersoufflé chez nous, là-haut dans les salles en vitrine. On a des objets, ça c'est un dépôt de deux haches dont on peut mesurer le caractère un petit peu anthropomorphe. Il y a une volonté manifeste de rendre un peu vivant, un peu hybride ces haches. On n'est plus c'est vraiment, on dépasse même l'objet signe. On est dans l'objet qui sans doute est porteur d'histoire déjà, porteur de mythes dont on ignore tout, mais ces haches-là qui ont été déposées, qui sont des personnages, racontent des histoires dont malheureusement on ne sait sans doute rien. Elles ont été découvertes en 1864, celles-ci. Donc là encore, on est sur des découvertes très anciennes, avec pas de contexte, mais elles sont présentes, elles sont disposées au musée de Stockholm, et elles sont considérées comme parmi les chefs-d'œuvre de l'âge du bronze suédois. Et dans la catégorie H, signe, objet surdéterminé, on continue de représenter la hache dans les sépultures du bronze ancien. Et je vous présente ici le très beau site de Kivik en Suède. Donc Bredaror, qui est un immense tumulus qui fait près de 75 mètres de diamètre. C'est un monstre lui aussi. Et qui a été fouillé au début du XXe siècle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il comporte des dalles décorées, que vous voyez ici, là, et que sur ces dalles étaient, il a malheureusement disparu aujourd'hui, mais on a gardé quand même les études qui avaient été faites à l'époque. Et sur ces dalles, on voit l'importance de la hache, notamment de la double hache, de la hache double. Et on verra, parce qu'on aura l'occasion, je pense, de reparler des croyances et des symboles de l'âge du bronze, que cette notion de deux objets, des jumeaux, c'est vraiment quelque chose de récurrent à l'âge du bronze, et que l'on peut voir notamment à travers ces haches de Kivik. Voilà, je continue d'avancer parce qu'on a encore un petit peu de choses à dire, et je vois que le temps nous est compté. Donc, déposer, oui, mais donc pas n'importe quelle matière, ça c'est un élément important, et je me reposerai là-dessus sur ce très beau ouvrage que je vous conseille vivement si jamais le sujet vous intéresse, qui est le Economies of Destruction de David Fontaine, qui est un chercheur hollandais qui a beaucoup travaillé sur cette question des dépôts, et qui, à mon avis, a un regard intéressant et assez innovant sur cet aspect. Et David Fontaine, il s'interroge notamment beaucoup sur pourquoi les gens abandonnent des choses qui ont de la valeur pour eux. C'est vrai, ça pourquoi ? Pourquoi est-ce que des gens abandonnent des objets qui comptent pour eux, qui ont du sens ? Et c'est vraiment toute la question de son ouvrage. Donc il essaie de comprendre
Alors il part de la métallurgie déjà, parce qu'effectivement, la métallurgie, ça va changer beaucoup de choses. Le métal, c'est une matière précieuse, recyclable. C'est quelque chose d'incroyable. Quand on peut faire un objet en métal, et potentiellement tous les objets du monde, puisqu'on peut le refondre et en faire tout ce qu'on veut après. Derrière un objet en métal, il y a tous les autres objets, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est conceptuellement quelque chose de radicalement différent à toutes les autres matières qui ont prévalu jusque-là. Le métal, c'est la première matière dont on peut faire tout ce qu'on veut et refaire tout ce qu'on veut. C'est extraordinaire. En plus, le bronze, c'est beau. Mais l'or aussi. La métallurgie permet ça. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui va changer fondamentalement le regard des hommes sur la matière. Donc, une hache peut être tout ce que l'on veut, partant de là. Elles peuvent devenir tout ce que l'on imagine. Un lingot, c'est ça. Aussi, potentiellement, c'est tous les autres objets. David Fontaine reprend aussi quelque chose qui a été déjà dit par Christian Christensen et que moi j'aime beaucoup et qui est un archéologue danois assez intéressant qui a produit beaucoup d'articles et qui compare le métal de l'âge du bronze au pétrole aujourd'hui et notamment par l'importance que le métal devait avoir pour ces populations. C'est-à-dire que notre économie actuelle, elle repose elle repose encore énormément sur ces énergies fossiles et les échanges. Toute notre vie repose là-dessus. Et on peut assez facilement transférer un peu cette idée sur le métal. Il faut se rendre compte que le métal était fondamental pour toutes ces sociétés-là. Et elles baignaient leur imaginaire, leur économie et leur société d'une façon que l'on a du mal à envisager aujourd'hui, mais qui devait être extrêmement prégnante. Et donc, dans ce contexte-là, dans cette idée de pétrole de la préhistoire, si vous voulez, on n'aurait pas l'idée aujourd'hui d'aller enterrer des fûts de pétrole dans le jardin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait un petit peu curieux, puis ce ne serait pas très intelligent parce qu'on en a besoin. Voilà, je pense que je réfléchissais là-dessus, je pense que ça parle déjà de soi. Déposer, mais pas n'importe où, parce qu'effectivement, ça c'est un autre aspect. La plupart des études récentes soulignent la présence de dépôts métalliques dans des paysages remarquables. Les points hauts, à mi-tente ou à proximité d'un habitat fortifié, au sommet d'une colline, au col d'une montagne, d'une grotte, fissure de rocher. Alors, fissure de rocher, on a même eu, là je vous ai mis le dessin parce qu'il est plus parlant à mon avis que c'est des haches, comme d'habitude. Donc c'est des haches à talons, en bronze moyen, qui ont été découvertes, incrustées dans des failles du rocher. Ça, c'est un dépôt du Jura, mais ce phénomène-là de dépôts étranges que l'on va retrouver enfouis ou cachés dans une espèce de faille, c'est relativement fréquent. C'est curieux quand même. Hein, donc il y a ça au niveau des points un peu du paysage marquant, des choses qu'on peut éventuellement donc retrouver. Des paysages qui sont loin de l'habitat, mais qui sont suffisamment remarquables pour dire oui, alors ce lieu sacré là, derrière le buisson, là où il y a la dent, on peut tout imaginer dans la façon de marquer le territoire préhistorique, mais il est bien évident que certains caractères marquants du paysage devaient servir de référence. Donc on trouve ça, et on trouve aussi beaucoup de dépôts en contexte humide, donc fluvial, lacustre, source, tourbière, marais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fréquent. Et donc, partant de là, on évoque, bien évidemment, toujours la notion de dépôt rituel, donc loin des habitats, avec parfois la reconnaissance de véritables offrandes avec des massacres rituels d'animaux et peut-être la consommation d'un repas. Ça peut être le cas pour certains. On pourrait faire toute une conférence aussi sur le banquet ou sur le rôle du banquet à l'âge du bronze, la boisson aussi, bon, on n'a pas le temps. Donc je vous présente quand même le dépôt de Butsen
qui est un dépôt danois, qui est Butseneux, qui est un dépôt vraiment très très chouette, parce que découvert en tourbière, donc bien conservé, avec un contexte archéologique et organique surtout, qui permet de voir que ici, des ossements animaux accompagnaient l'objet en métal. Et ça, on pense que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, mais que malheureusement, on a perdu toutes les traces la plupart du temps, puisque l'organique a disparu et ne s'est pas conservé. Et ça, finalement, beaucoup de dépôts redécouverts en tourbière, notamment plus récemment, on retrouve souvent l'association d'offrandes animales avec le dépôt métallique. Donc ça va bien évidemment dans le sens de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'objet caché pour être récupéré, mais bien de l'objet offert aux dieux ou aux ancêtres. Alors déposer, mais pas n'importe quand, là aussi c'est hyper intéressant, et je vais passer vite parce qu'on est hyper à la bourre, mais la dimension du temps dans la question de l'approche des dépôts, elle est fondamentale. La notion de simultanéité, de comment on dépose sur combien de temps, elle est essentielle, vous l'avez vu, dans beaucoup d'approches des dépôts actuels. Et je vous ai mis ici le dépôt de Fröslunda, qui est un dépôt suédois, un dépôt de tourbière, ce qui est hyper intéressant. Et donc ça, c'est une photo de la fouille qui date de 88. J'ai pas de meilleure photo malheureusement, mais c'est une découverte donc de 88 de 16 boucliers de l'âge du bronze, déposés dans une tourbière et découverts tout à fait par hasard par un cultivateur en 86. Et alors, tous les boucliers qui sont là, donc il y a 16, hein, c'est un dépôt, ce qu'on appelle des dépôts homogènes, de même objet, il y en a beaucoup. Je passerai, non, parce que ça serait aussi pareil, on pourrait faire une conférence là-dessus. Mais tous ces dépôts de boucliers, les boucliers ont été déposés par deux. Et donc, il y a eu 8 dépôts, si vous suivez bien mon raisonnement. Et comment on sait qu'il y a eu 8 dépôts de 2 boucliers ? Parce que dans cette tourbière, il y a eu une fine couche de dépôts entre les 8 dépôts. Et ça, on a pu le voir puisqu'on l'a fouillé à l'époque. Donc, dans ce dépôt de Fröslunda, il y a eu 8 dépôts de 2 boucliers, et certains même suggèrent que peut-être les boucliers, qui étaient donc des grands boucliers, ils avaient 70 cm de diamètre, hein, ceux-là, donc c'est quand même assez grand. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez grand. C'était très beau, en bronze, brillant, magnifique. L'état de conservation, vous voyez sur la photo, est remarquable. Peut-être ces boucliers étaient-ils utilisés comme des cymbales pour faire du bruit. Et ça, c'est un autre aspect sur lequel je reviendrai, j'espère, sur d'autres conférences parce qu'on n'a pas le temps. Mais la notion du bruit, la notion de la musique et du tintement du métal, c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour comprendre ces objets de l'âge du bronze. Les objets de l'âge du bronze, ils ne sont pas simplement beaux, mais ils font aussi un bruit qui est tout à fait différent des autres matières. Ça sonne. Et évidemment, ça ne va pas échapper à nos sociétés de l'âge du bronze. Alors j'avance un peu. Déposer, mais pas n'importe quoi. Alors c'est là où je vous l'avais promis, donc on fait un petit peu les bras quand même. Donc le dépôt, c'est pas une poubelle. On le voit tout de suite avec les bras. On peut pas considérer ça comme une poubelle, hein, c'est pas possible. On choisit ce que l'on dépose, on sélectionne ce que l'on dépose, même si l'intention du déposant échappe parfois aujourd'hui à nos esprits étroits d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Donc on enterre parfois des objets exceptionnels, des objets rituels ou cérémoniels. Alors, pourquoi ? Alors, cette oblitération, ce fait de cacher, ça a quelque chose parfois qui ressort un peu de la condamnation ou de l'offrande. Quand on voit le dépôt de Nebra, on pense davantage à l'offrande qu'à la condamnation. Mais si on regarde attentivement le disque de Nebra, si on étudie sa biographie d'objet, comme je vous le disais en préambule, on se rend compte qu'il a une histoire, ce disque de Nebra, outre le caractère un peu rocambolesque de sa découverte en 99. Donc je passe rapidement, découverte à l'occasion d'une fouille clandestine par un détecteur de métaux, acquis difficilement, de manière très compliquée en Suisse par Harald Meller, donc le directeur du musée archéologique de Halle en 2002, avec un contexte archéologique qui est relativement qui est compliqué, qui est difficile
en tout cas qui est un peu remise en cause aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, il y a un article qui est publié très récemment sur ce disque et qui remet en cause la datation de l'âge du bronze de ce disque. Moi, je pense que autant les arguments qui ont été portés par les archéologues de Munich qui rechignent un petit peu à considérer cet objet comme âge du bronze sont pertinents pour le contexte archéologique, qui est vraiment très peu clair. Autant, en revanche, je trouve que vouloir l'attribuer à l'âge du fer, me paraît, pour moi, ça ne tient pas du tout. Et je suis absolument opposée. Mais on pourrait y rester plus longtemps, donc je passe plus vite. Si on regarde attentivement la biographie donc, de cet objet, je vous le disais, il faut regarder de près la manière dont... Alors, au départ, il faut enlever ces deux bandes-là. Il faut enlever la barque qui est ici. Et il faut imaginer que l'ensemble du bord ici était visible. Et donc, il y avait 32 étoiles. Enfin, ici, 32 petits points, là, plus les Pléiades, là, le Soleil et la Lune. C'est tout. Et ce disque a été, par la suite, modifié. Et donc, on a rajouté, d'abord, là, cette bande en or, là, et puis une deuxième, ici, qui a caché une partie de la carte du ciel. Donc, à un moment donné, ce disque, qui avait un sens de calendrier vraiment réel, a perdu un peu de son sens parce qu'on a oblitéré une partie de son disque. Et puis après, on a continué de le rendre un tout petit peu plus confus parce qu'on a rajouté une barque céleste. Donc, ce disque-là, il a une vraie histoire. Il a évolué au cours du temps et manifestement, à un moment donné, peut-être qu'il n'a plus eu de sens pour ces populations et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il a été enterré, enfoui, avec ces deux épées qui sont typiques de la culture unéticienne. On est une fois de plus dans cette culture unéticienne qui est un petit peu l'angle d'attaque de cette conférence et qui est vraiment aussi l'apanage des chefs. L'épée, c'est la marque dans les sépultures de l'homme et du chef. Donc là c'est l'imaginaire, enfin l'image de la carte du ciel. Mais je passe plus vite. Et puis les Pléiades ici et le jeu sur la barque céleste qui a été rajoutée et que je mets en exergue avec le pyramidion. Mais je passe plus vite. Simplement, cette idée de condamnation, en tout cas de fait qu'on a déposé l'objet alors qu'il n'était plus actif, et me paraît être un élément assez intéressant à suivre dans cette hypothèse-là. Pareil pour notre autre objet cérémoniel qui est chez nous, qui est le cône d'Aventon et qui fait donc partie de ces 4 cônes d'or absolument extraordinaires. Il s'agit d'un dépôt d'objets unique, c'est manifestement unique. Donc là encore, pareil, vieille découverte, 1844, on n'a pas beaucoup d'éléments sur cet objet qui apparemment était effectivement déposé tout seul, qui était un petit peu aplati et dont il manque, vous le voyez ici, la partie basse qui permet d'accueillir la tête et éventuellement la collerette, ce qui permettrait de former le chapeau, puisqu'on est un peu sur cette idée que ces cônes ne sont pas des bétiles, ce ne sont pas des cornes à boire, ce seraient des chapeaux cérémoniels, sans doute assez fastueux, parce que ça nécessite un travail, non seulement une matière, l'or, qui est quand même relativement rare, mais en plus une mise en œuvre, un travail remarquable. Je vous rappelle que ce cône en or, il provient d'un seul lingot d'or qui a été martelé avec soin pendant des heures, chauffé, rechauffé, tout ça pour être étiré et former ce très beau cône. Donc, et que par ailleurs, cet objet cérémoniel, ce cône d'Aventon, pourrait éventuellement être lui également un calendrier lunisolaire, exactement comme ce qui a été démontré pour le cône de Berlin, qui est ici situé. Alors le cône d'Aventon est un peu plus simple que le cône de Berlin, mais pour l'avoir montré à un astrophysicien qui a un peu étudié la question,
pour lui, ça ne lui semblerait pas totalement aberrant qu'on ait effectivement affaire à un calendrier. Il faut qu'on l'étudie. Je pense que c'est un des objectifs qu'on a pour les années à venir. C'est d'étudier vraiment plus avant ce très beau cône d'Aventon. Mais on est potentiellement sur également un calendrier lunisolaire. Et là encore, comme pour Nebra, la question se pose, pourquoi à un moment cet objet, on a estimé qu'on n'en avait plus besoin, qu'il n'était plus utile, et que dans ce cadre-là, on pouvait le déposer. C'est toujours un peu la question qui se pose de l'intention du déposant qui est intéressante. Donc, bon, voilà, ce décor magnifique d'impression qui illumine vraiment le cône, et puis cette étoile solaire à 11 branches qui est caractéristique et que l'on retrouve sur tous les cônes en or. Et puis, alors, je vous remets une dédale, pardon, je remonte. Je vous remets une dédale du tumulus de Kivik, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a non seulement les haches, mais il y a également ce qui pourrait être interprété comme un cône avec un chapeau. Et puis cette idée du cône et de chapeau qui soit un chapeau pas simplement honorifique, mais qui marque vraiment le caractère un peu magique peut-être de celui qui le met, et que l'on voit sur les têtes des dieux hittites. J'avance vite parce que je pense que je suis très très en retard. Et donc l'arme n'est pas forcément la guerre de Jean Guilaine. On avance un peu, mais vous pourrez méditer ça chez vous. J'en parle pour Plougrescran qu'on a vu rapidement. Plougrescran, c'est aussi un dépôt, et c'est aussi un dépôt d'un objet. Alors là, il est cassé, mais vous voyez que les autres objets, les autres lames de ce type que l'on connaît en Europe, qui sont donc au nombre de 6, sont toutes exactement du même type. Elles sont complètes, contrairement à Plougrescran. Certaines, comme celle de Roudam, ont été volontairement pliées. Là encore, alors l'épée de Roudam, elle servait de bloc-porte dans un pub anglais quand même, avant d'être découverte. Donc regardez bien autour de vous, on ne sait jamais. On peut trouver des choses extraordinaires dans les pubs anglais et sans doute ailleurs. Et bref, quoi qu'il en soit, ces épées ont été trouvées. Alors, le problème, c'est que la plupart ont été trouvées hors contexte au 19e. Il n'y en a qu'une, en fait, qui est celle d'Omershans, qui est celle-ci, qui a été découverte au début du XXe siècle, et qui était associée à d'autres petits objets, dont elle n'était pas totalement toute seule. Le reste, a priori, on aurait affaire à une découverte d'objets isolés. Pas n'importe où, donc là c'est Plougrescran, parce que c'est très beau Plougrescran, et on est sur un paysage quand même qui est assez frappant, assez magnifique, donc dans notre idée de paysage un peu magique. Et puis les recherches qu'on a faites récemment ont permis de penser que l'épée de Plougrescran venait de Goaz-Karadec, d'ici. Et donc vous voyez ici cette petite source là qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait à Goaz-Karadec, il y a encore aujourd'hui un lavoir, et on est sur un terrain qui était sans doute relativement humide, là encore, à l'âge du bronze. Et plus intéressant que ça, on se rend compte que juste au sud de la découverte de l'épée de Plougrescran, donc visible, vraiment en co-visibilité, il y avait le tumulus d'Haroun, qui était un tumulus du bronze ancien et du début du bronze moyen, donc il est sans doute encore en place. Il a été fouillé et presque totalement arasé au XIXe siècle, mais il devait être bien évidemment beaucoup plus présent au bronze moyen, à l'époque où a été déposé Plougrescran, l'épée. Donc voilà, là encore, on n'enterre pas, on ne dépose pas n'importe où. Vous le voyez ici. Alors on ne dépose pas n'importe où encore. Je passe vite. Le dépôt de hache à douille d'agneau dans la Manche. Donc là, on est à la toute fin de ce que je pourrais appeler l'âge de la hache. On est déjà avec le Hallstatt-C plutôt au tout début de l'âge du fer, mais j'ai des volontés d'annexion sur une petite partie de cette période. Il va falloir que j'en parle à Laurent. Et donc on est sur ce secteur où, là encore, on n'est pas n'importe où, on est sur un ancien site de nécropole. Vous voyez ces enclos funéraires caractéristiques. Et effectivement, donc c'est une fouille préventive. Une fois de plus, grâce aux fouilles préventives, on a une meilleure connaissance de l'idée de dépôt. Et vous voyez ici ces dépôts de pas n'importe quoi, des haches, donc, dans des céramiques, et à proximité de ces nécropoles. Donc on n'est pas près de l'habitat, mais on est près d'un lieu sacré, en fait, là où on honore les morts.
Alors, est-ce que j'ai encore un petit quart d'heure ou c'est compliqué? Bon, alors, on va être très 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 vite sur la fin, c'est promis. Bon, je reviendrai, j'avais dit à Daniel de toute façon qu'il va falloir que je fasse une nouvelle conférence. Donc on va très vite sur les armes déposées dans les eaux, si ça veut bien avancer. J'ai l'impression que ça ne veut plus avancer. Ah, voilà. Donc, effectivement, le lieu de découverte privilégié, notamment des épées ou des armes entières, c'est les lacs ou surtout les fleuves et les rivières, puisque c'est en dépôt lacustre et en dépôt de rivières qu'on a trouvé le plus d'armes entières dans les dragages. Dans les dépôts terrestres, comme l'Arnaud par exemple, on a des fragments d'épées. Mais là, ici, vous avez le dépôt il y a la ria de Huelva, qui est visible au Man de Madrid, qui est alors c'est un dépôt, c'est difficile à dire que c'est un dépôt, puisque là, effectivement, c'est découvert en dragage. Donc c'est des endroits où, de façon privilégiée, on a déposé des épées entières. Sans doute pas en même temps, ça s'est sans doute fait de façon récurrente. C'est difficile pour nous de distinguer là, le moment. En tout cas, on a des lieux privilégiés de dépôt d'armes et de dépôt d'armes, je le redis, entières. Des armes que l'on peut envisager être celles des héros. Alors effectivement, l'épée qui est une création de l'âge du bronze, elle est omniprésente. Et là, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est omniprésente avec la hache. Donc, lorsque l'on évoque cette idée d'objet signe, d'objet surdéterminé, il y a la hache et il y a bien évidemment l'épée et par extension, la plupart des armes de l'âge du bronze qui vont avoir un traitement manifestement particulier. Alors, j'évoque rapidement Vaudrevanche parce que l'idée derrière certains dépôts, c'est qu'on a affaire à une panoplie d'objets et à une panoplie d'objets que l'on peut associer à une personnalité, à quelqu'un, et donc à ce qu'on pourrait évoquer comme étant une idée de cénotaphe. Et derrière Vaudrevanche, par exemple, l'idée, c'est qu'on ait affaire à une sépulture symbolique d'un cavalier. On voit l'épée du cavalier ici, qui a été découverte cassée. Donc elle a été déposée cassée, mais quand même entière. C'est ce que je veux dire. On n'a pas le petit fragment comme d'habitude. Là, on est sur autre chose. On n'est pas sur le même type de dépôt que l'Arnaud, manifestement. Donc on a cette épée cassée, et puis on a tous les éléments d'objets qui nous rattachent au char et au cavalier, avec éventuellement ce très bel objet, ce tatinabulum, dont je m'inscris en faux. Je pense qu'il n'était absolument pas sur le poitrail du cheval, ça me paraît totalement aberrant. Il est vraiment très précisément et soigneusement gravé des deux côtés. Hein, donc il n'y a pas de raison que ce soit un objet qui était destiné à être porté sur un poitrail. C'est un objet qui devait tourner, qui devait être vu. Et on peut envisager le fait qu'il était disposé directement sur le char. Bon, j'avance plus vite, donc sur Vaudrevanche. Les casques sont des autres objets signes. On ne les découvre là aussi également entiers que dans des contextes de dragage. Hop, j'avance. Donc parfois, on a des véritables gestes de déposition, avec notamment ces casques de falaise qui étaient emboîtés les uns dans les autres, 3 par 3 et au nombre de 9, donc découverts en Normandie. Au XIXe siècle, on n'a pas vraiment de contexte, mais quoi qu'il en soit, l'idée de ce geste a été conservée. Voilà, bon, j'avance vite. Et puis, autre objet signe que l'on ne découvre une fois de plus qu'en contexte de dépôt, hein, jamais en sépulture, et dont parfois on a des fragments dans certains dépôts terrestres, mais que des fragments entiers, on ne les trouve qu'en dépôt. Et alors, les cuirasses, il y en a une trentaine de connus en Europe. Hein. Et quand je dis trentaine, je compte tous les petits fragments qu'on peut avoir dans certains dépôts. De cuirasses entières, il y en a une dizaine. Un peu plus d'une dizaine. Et on en a 7, nous. Bon, j'exagère un petit peu, il y en a une vingtaine. Mais il y en a 7 qui sont conservés à Saint-Germain-en-Laye, 8 avec Saint-Germain-du-Plain, ce qui fait qu'on a une collection hallucinante de cuirasses. Qui est quand même, et on va avoir une 9e bientôt, avec donc cette très belle cuirasse de Veria, qui arrive prochainement dans nos collections. Là, je vous offre un scoop, puisque vous êtes les amis du musée. Donc et donc, ces très belles cuirasses, qui sont une production vraiment particulière, puisqu'on ne les connaît que donc en Grèce, dans les Balkans et dans l'arc nord-alpin. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a pas de cuirasse en Angleterre, il n'y a pas de cuirasse en Espagne, il n'y en a pas au Danemark. D'accord ?
En revanche, au Danemark, en Angleterre, il y a des boucliers. Il y a une espèce d'objet comme ça. C'est pour ça que je parle d'objets signes, d'objets surdéterminés, parce que c'est des actes culturels. C'est pas des objets anodins. Et on est très loin de la simple cuirasse qui va protéger le guerrier. On est sur autre chose là. Donc ceci n'est pas une cuirasse. Je devrais continuer. Donc ceci n'est pas une hache, ceci n'est pas une épée, et ceci n'est pas une cuirasse. Et à force de marteler, je pense que... Donc je vous présente rapidement. Donc, là encore, avec Marmès, on est sur un dépôt qui est un dépôt particulier, puisque c'est plusieurs fois le même, mais pas tout à fait le même. C'est exactement comme Port-Falaise. On a sans doute 3 fois 3 cuirasses. Alors, on en connaît 7, mais là encore, on est sur un contexte de découverte qui est un petit peu compliqué, un peu confus. Et il est parfois difficile de revenir sur ces découvertes anciennes, de revenir sur les sites, alors que la fouille est terminée depuis longtemps, quoi. Voilà, donc pour l'instant, 7 reconstituées, 7 connues. Et puis, avec cette idée que ces cuirasses font l'objet d'une déposition soignée et ne sont pas déposées n'importe comment. C'est le signe de ce dessin. J'avance sur Sorup, tant pis. Et je passe aussi sur le dépôt de Blano. Tant pis, sur le dépôt de Mathey, j'avance. Tant pis. Regardez juste, parce que le dépôt de Mathey, le dépôt de Mathey, c'est une découverte récente, découverte fortuite. Et puis, l'objet fortuite déclaré rapidement au SRA, et donc l'objet a été prélevé et fouillé en laboratoire. Donc on a là encore, c'est exactement comme pour Birding, on est sur quelque chose qui peut être vraiment précis. On voit donc le soin avec lequel les objets ont été déposés. Et vous voyez le soin, par exemple, avec lequel la ceinture a été pliée, les bracelets mis par-dessus. Donc on est on voit la céramique tout au fond, la ceinture est donc à maillon est déposée au fond, les bracelets par-dessus, et puis les pendeloques, et puis les anneaux, et puis les petites pendeloques que moi j'aime énormément, les petites pendeloques peignes, dont on a un exemplaire avec la pendeloque de Dogne, et les perles, et ces appliques en or. Voilà, donc la dame de Mathey, puisque là on est sans doute aussi sur ce qu'on appelle un dépôt panoplie, un dépôt panoplie féminin, et un dépôt panoplie féminin peut-être de danseuse, puisque ces ceintures, qu'on appelle aujourd'hui maintenant plutôt des tabliers, étaient des pièces qui devaient faire beaucoup de bruit, et qui étaient sans doute liées à la danse. Et là j'en reviens à mes petites figurines, et notamment à celle de Dole qui est ici, qui est chez nous, qui est là, et qui est peut-être une figuration de ces danseuses de l'âge du bronze, avec en plus un jeu sur le canard, la barque solaire. Enfin, il y a tellement à dire, tellement à dire. Voilà, tout ça pour arriver à l'Anilis et vous présenter quand même rapidement ce très beau dépôt que nous avons acquis récemment grâce à vous, et nous en sommes très contents et très fiers. Donc, je vous ai longuement parlé de la culture du Nétis. Vous l'avez vu en filigrane tout au long de cette conférence un peu trop longue, et je m'en excuse. Mais voilà, donc ce dépôt de l'Anilis, il est tout à fait extraordinaire. Pourquoi ? On a affaire à un dépôt problématique. Vous avez bien compris qu'on ne connaît pas grand-chose de son contexte. Il a été publié en 1980 et on sait qu'il appartient à une collection bretonne depuis les années 50. Et que manifestement, ce sont des objets qui auraient été trouvés à l'Anilis. Ont-ils été trouvés ensemble ? Bon, ça, je vous avoue qu'on en doute un peu. En tout cas, ce dont on est certain, au vu de cette idée qu'il faut regarder l'objet pour essayer de comprendre son histoire, c'est que lorsqu'on regarde nos 5 épingles à tête en disque, qui sont donc des productions de cette zone nord-alpine particulièrement active et dynamique et grande productrice de métal au bronze ancien. Donc, quand on regarde ces épingles, qui sont toutes datées entre 1800 et 1600, ou peut-être même un petit peu au-delà, parce que on est sur des productions. Alors c'est ça qui est très difficile. Ça peut être 2000 avant notre ère, mais en même temps, comme elles ont une durée de vie assez compliquée et qu'on ne sait pas combien de temps ces pièces ont été échangées avant d'arriver en Bretagne, c'est difficile à dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est sur des productions du bronze ancien et des productions sans doute de l'Est. Elles ont été déposées ensemble, et ça, ce qui nous le dit, c'est le fait qu'elles aient des corrézions très très similaires. Elles ont été sans doute posées les unes sur les autres. Donc, ces 5 épingles forment un ensemble cohérent, et un ensemble sans doute découvert en dépôt. Est-ce qu'elles étaient toutes seules ? C'est difficile à dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi
ces 2 épingles qui, elles, sont plutôt de production atlantique et plutôt du bronze moyen. Donc elles sont un peu plus récentes. Est-ce qu'elles ont été trouvées ensemble? On n'en sait rien. A priori, elles proviennent de l'Anilis. Celle-ci, c'est un fragment d'épingle à tête en anneau. Alors elle est cassée, hein. Il manque toute la partie annulaire ici, hein, qui sont des épingles que l'on trouve en Bretagne et en Grande-Bretagne. Et puis ici, nous avons une grande épingle qui était beaucoup plus longue, avec une petite bélière ici, et puis une tête qui est légèrement creuse et qui peut-être permettait d'accueillir une épingle en ambre. C'est en tout cas ce que me propose un collègue anglais, puisque c'est un type d'épingle que l'on connaît aussi en Angleterre, et pour lesquels d'ailleurs les Anglais sont extrêmement intéressés. Et certains de mes collègues bondissaient de joie en Angleterre quand ils ont appris qu'on avait acquis l'Anilis. Donc encore une fois, vraiment merci. Et c'est pas un petit dépôt anodin que vous avez acquis, mais c'est vraiment une belle acquisition. Et puis ces 2 objets-là qui paraissent un peu intrusifs dans ce contexte, ils sont plus récents. Et dont on se rend compte tout de suite aussi qu'on n'a sans doute pas, on n'a pas la même corrosion. Donc, est-ce que c'est le même lieu d'enfouissement? Est-ce que c'est le même alliage? Tout ça, c'est des études qu'il va falloir qu'on mène. Donc, c'est un projet pour l'année à venir. Mes collègues sont déjà au taquet, prêts à venir pour étudier avec nous ce beau dépôt. Et on fera sans doute une belle publication dans l'Antiquité nationale, voilà, sur cette analyse. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir pris tant de temps.